Bruno Gröning. Je ne veux qu'aider et guérir. La vie de Bruno Gröning pour enfants, jeunes et adultes. Chapitre 8. Le grand procès. Malgré tous ces merveilleux témoignages, il y avait toujours des forces à l'œuvre qui voulaient par tous les moyens anéantir Bruno Gröning. En mars 1955, il fut une nouvelle fois accusé. On lui reprocha à nouveau d'avoir enfreint la loi concernant les Heilpraktiker. Mais cette fois, il y avait un second chef d'inculpation. On accusa Bruno Gröning d'homicide par négligence. Le procureur affirma qu'en 1949, Bruno Gröning aurait promis la guérison à Ruud Koolfoes, alors âgé de 17 ans, et l'aurait empêché de consulter un médecin. Comme, par la suite, la jeune fille n'avait plus voulu se faire soigner par un médecin, elle était décédée fin 1950. Une grave accusation. C'était bien sûr une grave accusation. Bruno Gröning devait-il vraiment être tenu responsable de la mort de cette jeune fille ? Les journaux en firent les gros titres. Le public s'agita. Pour beaucoup, la culpabilité de Gröning était établie d'avance. Lui-même écrivit une lettre à ses amis quelques jours après l'inculpation, prenant position au sujet des accusations. « J'aurais promis, fin 1949, la guérison à une jeune fille de 17 ans, atteinte de tuberculose. Je l'aurais empêchée d'aller dans un sanatorium et de consulter un médecin. Je serais responsable de la mort de cette jeune fille. Il va de soi que les choses sont différentes de ce qui est présenté. Je n'ai pas besoin de donner d'explications à mes amis à ce sujet. Ils savent que je ne fais aucune promesse de guérison et que je ne déconseille jamais de traitement médical. J'ai été acquitté en 1952. N'est-il pas étrange que le cas Koolfoes, qui date de fin 1949, début 1950, n'ait pas déjà été évoqué lors du procès de 1951, 1952, alors que l'on disposait déjà de tous les documents ? N'est-il pas frappant que l'enquête visant à l'ouverture d'un nouveau procès contre moi ait débuté juste au moment où le public apprenait que l'association Gröning avait vu le jour le 22 novembre 1953 à Murnau ? En effet, depuis janvier 1954, de nombreux guides de communautés locales et d'amis, ainsi que des membres de l'association, ont été interrogés et surveillés en application de mesures policières. Le cas Koolfoes. Parmi les témoins de l'accusation se trouvaient deux anciens collaborateurs de Gröning, Eugen Underling et Otto Meckelburg. Ils firent tout pour lui nuire et, si possible, l'envoyèrent en prison. C'est Underling qui fit endosser à Bruno Gröning le cas Koolfoes. Immédiatement après l'échec de leur seconde collaboration, en 1953, il était allé à la police pour déposer une plainte relative aux faits concernant Ruud Koolfoes. C'est alors que débutèrent les investigations. Mais Meckelburg aussi joua un rôle décisif dans le dit cas et profita de l'occasion pour mettre sa menace à exécution. « Ce Gröning, je saurai en venir à bout, je lui briserai les os. » Les événements relatifs à Ruud Koolfoes s'étaient produits exactement à l'époque où Meckelburg était le manager de Bruno Gröning, en novembre 1949 à Bad Wiessee et en mai 1950 à Säckingen. Ruud Koolfoes souffrait à ce moment-là d'une tuberculose pulmonaire bilatérale. Les médecins avaient tout essayé, mais n'avaient pu l'aider, et la jeune fille n'avait plus voulu entendre parler d'eux, après tant de traitements douloureux. Son père, fonctionnaire de la caisse d'épargne, l'avait emmené le 5 novembre 1949 à une conférence de Bruno Gröning, à Bad Wiessee. La première fois que celui-ci vit la jeune fille, il sut tout de suite qu'on ne pouvait plus rien pour elle.
C'est ce qu'il dit à un médecin présent. Mais Meckelbourg le harcela et exigea qu'il la guérisse. En tant qu'affairiste rusé, il espérait trouver en la personne du père une bonne source de revenus et essaya de le persuader que Bruno Gröning pouvait guérir sa fille. Une rencontre personnelle entre Bruno Gröning et Ruth Koufous eut lieu après la conférence. Bruno Gröning encouragea la malade et invita le père à faire examiner sa fille par un spécialiste 9 jours plus tard. Il voulait ainsi obtenir que la jeune fille se soumette de nouveau à un traitement médical. Le père promit de s'en occuper. Après cela, Bruno Gröning n'entendit plus parler de Ruth Koufous pendant longtemps. Ce n'est qu'en mai 1950 que Meckelbourg lui dit qu'il voulait se rendre avec lui à Säckingen, auprès de la famille Koufous. Entre-temps, le père avait envoyé des lettres à Bruno Gröning, le suppliant de lui rendre visite. Mais Meckelbourg n'avait pas transmis les lettres à Bruno Gröning et avait, de sa propre autorité, sans que Bruno Gröning le sache, fixé un rendez-vous à M. Koufous. Bruno Gröning fut très mécontent de la démarche de Meckelbourg. Il ne voulait pas rendre visite à la famille Koufous. Il était clair pour lui qu'il ne pouvait plus non plus aider la jeune fille. En outre, il croyait qu'elle était à nouveau sous traitement médical. Mais Meckelbourg l'obligea à venir avec lui. Il voyait en ce fonctionnaire de la caisse d'épargne, M. Koufous, une bonne source d'argent. Il voulait l'exploiter à fond, mais pour ce faire, il avait besoin de Gröning. De plus, il espérait pouvoir faire de la publicité avec la guérison de la jeune fille. Plus tard, Meckelbourg affirma que Bruno Gröning avait promis à Ruth Koufous de la guérir. Mais c'était lui-même qui avait certifié au père qu'il amènerait Bruno Gröning à guérir sa fille. Le principal reproche que l'on fit à Bruno Gröning était d'avoir interdit à Ruth Koufous de se faire soigner par un médecin. Pourtant, le fait qu'il avait, dès leur première rencontre, prié la jeune fille d'aller voir un médecin, ce que même des témoins de l'accusation confirmèrent, s'opposait à cette affirmation. Dans une allocution radiodiffusée, en automne 1949, il avait également appelé les gens à se faire examiner par un médecin jusqu'au bout. Il conseillait toujours à ceux qui cherchaient de l'aide de faire confiance à leur médecin. Ruth Koufous avait déjà suivi beaucoup de thérapies douloureuses, mais vaines. Elle se refusa à subir encore d'autres traitements. Le 30 décembre 1950, elle mourut des suites de la maladie. La première audience. Les préparatifs du procès durèrent plus de 2 ans. La défense de Bruno Gröning fut rendue très difficile. Presque tous les témoins qui auraient pu l'innocenter furent refusés, mais ceux de l'accusation furent admis. Bruno Gröning n'en revenait pas de voir avec quelle méchanceté et quelle virulence on s'acharnait contre lui. Lors d'un interrogatoire, il dit un jour « Est-ce répréhensible quand je montre aux gens comment recouvrer la santé et le bon chemin pour y parvenir ? Des milliers de personnes prétendument atteintes d'une maladie incurable pourraient guérir si elles le savaient. Je ne fais pourtant rien d'autre qu'attirer l'attention des gens sur le fait que leur guérison dépend entièrement de leur volonté, et je leur montre comment procéder pour faire de l'ordre dans leur fort intérieur. Il est 1000 fois prouvé que des gens qui ont suivi mon conseil ont retrouvé la joie de vivre. Je ne fais donc de mal à personne par mon activité. Au contraire, j'aide partout où l'aide a été refusée. » Fin juillet 1957, le procès eut lieu à Munich. Après 3 jours, le juge prononça le verdict. Acquittement pour l'accusation d'homicide involontaire et 2000 Deutschmark d'amende pour infraction à la loi concernant les Heilpraktiker. À première vue, ce jugement semblait très positif. Acquittement pour le point principal et, quant à l'amende de 2000 Deutschmark, elle était en fait également acceptable. Mais pour Bruno Gröning, le verdict était inacceptable. Cela équivalait à l'interdiction définitive de son activité. Cependant, suite à une erreur de son avocat, ce ne fut pas Bruno Gröning, mais le parquet qui interjeta l'appel. Le procureur demanda à ce que l'ensemble du procès soit à nouveau instruit. La seconde audience eut lieu à la mi-janvier 1958, de nouveau à Munich. Séparation de l'association Gröning. Mais avant cela, des événements décisifs se produisirent encore au sein de l'association. En octobre 1957,
il y eut une vive altercation entre Bruno Gröning et les membres du comité directeur. Avec le temps, ils avaient de plus en plus de mal à se laisser imposer des choses par Bruno Gröning, bien qu'il fût le président de l'association. Il semblait avoir oublié que l'association non seulement portait le nom de Gröning, mais avait été créée pour lui. L'association Gröning était devenue pour eux de plus en plus une fin en soi. Ils avaient complètement perdu de vue que son véritable but était d'aider les personnes en détresse et d'assurer les arrières de Bruno Gröning. Dans un bilan d'activité de l'association de 62 pages, Bruno Gröning énuméra tous les points par lesquels cette dernière lui avait nui. En résumant, il expliqua : « Si aujourd'hui, je fais des comparaisons entre mon ancien entourage, les affairistes Meckelbourg, Genderlin, Schmidt et Hulsmann, et mon entourage actuel, les membres du comité directeur, j'en arrive au même résultat final. Aujourd'hui, avec ceux qui veulent être mes meilleurs amis, les plus grands et les plus proches, rien n'a changé par rapport à l'époque. Auparavant, des bougres véreux m'ont trompé. Aujourd'hui, des amis se sont dérobés, restant inactifs alors qu'on me faisait des procès et qu'on me condamnait, ne m'apportant pas d'aide alors que sans voiture, je ne pouvais me rendre dans mes communautés, n'entreprenant rien contre la campagne de dénigrement de la presse, ne provoquant que de la confusion, tout simplement, en n'étant pas là pour moi, quand j'avais besoin de personnes qui, par leur connaissance scolaire et leur position sociale, auraient pu et dû me soutenir. Ainsi n'a pu se réaliser ce pourquoi je suis sur Terre. Aucun de ces amis ne s'est impliqué personnellement pour me sortir de là. Aucun n'a eu le courage d'intervenir réellement pour moi. Rien n'a été fait. De façon bureaucratique et mesquine, on a pris décision sur décision. Personne n'a vraiment pris parti pour moi. Personne ne s'est vraiment engagé totalement pour me sortir enfin de toutes ces luttes dans les procès, contre la presse, quand j'avais besoin d'un auxiliaire, lorsque la voiture était en panne, contre le dénigrement et les calomnies, etc. Personne ne s'est présenté pour me permettre de faire ce pourquoi je suis sur Terre, transmettre la force de vie aux hommes et les guider vers la foi. Personne n'a pensé qu'il me fallait le calme pour ce faire, et que je ne devais pas être sans cesse entravé par des influences temporelles et externes, que j'avais besoin d'un vrai rempart pour laisser œuvrer ce qui m'a été donné, sans être dérangé. Non, personne n'y a pensé, aucun de mes amis, de ceux qui veulent être mes amis. Et c'est ce qui est le plus honteux, et pour moi, le plus décevant. Les affairistes ont voulu y trouver leur profit. Ils sont reconnus comme de mauvaises personnes. Les amis de l'association sont trop mous, trop indifférents, trop indolents, je ne veux pas dire malveillants. Et le résultat est le même. Je n'ai pas récupéré ma liberté. Beaucoup d'amis du comité directeur de l'association n'ont pas tenu leurs promesses. Par toutes les mesures prises, on n'a fait que me bâillonner. Bruno Gröning ordonna la dissolution de l'association Gröning. Elle fut remplacée par l'Association pour la promotion des fondements psychospirituels et naturels de la vie. Elle fut créée en 1958 et ses statuts ne mentionnèrent même plus le nom de Bruno Gröning. Cette dernière association, fondée du vivant de Bruno Gröning, ne devait pas non plus réaliser ce qu'il en avait espéré. Sa parole bannit la maladie. Pendant ces altercations et ces combats, l'action de Bruno Gröning continuait. Voici ce que rapporta le docteur Horstmann en 1957 dans une série d'articles publiés dans la revue Das Neue Blatt sous le titre « Sa parole bannit la maladie ». Le lendemain matin, je me rendis de Hamelin à Springe, petite ville sur le Deister. Là aussi, une communauté Gröning avait été créée. La guérison de plusieurs personnes en avait été le point de départ. Et là aussi, je pus faire la même expérience qu'auparavant dans différentes localités du Schleswig-Holstein, Augsbourg, Hamelin, Wien, Ploringen et d'autres villes. Des personnes se levèrent et me parlèrent de leur maladie. Elles me nommèrent les médecins qui les avaient traitées. Elles racontèrent leur guérison qu'elles devaient à Gröning. Et elles étaient toujours prêtes à lever la main et à faire une déclaration sous serment. Julie Pronert, de Hanovre, âgée de 50 ans, raconta « Tout bébé déjà, on m'avait déboîté les 2 jambes au niveau de l'articulation de la hanche.
Plus tard, je ne pouvais marcher qu'à l'aide de béquilles, et le médecin ne put qu'atténuer ma souffrance. En écoutant une conférence de M. Groening, je ressentis une forte réaction. Mon dos, qui était déjà complètement courbé, se redressa. Je pus à nouveau marcher. Je n'ai plus eu de récidive. J'avais des rhumatismes articulaires et souffrais continuellement d'eczéma et d'abcès. M. Groening m'en a libéré, dit Wilhelm Gabert de Hamelin. Seule la morphine pouvait m'aider à supporter les douleurs de la vésicule biliaire, raconta Kurt Severit d'Evestorf. Je suis reconnaissant à Bruno Groening de m'avoir délivré de ces maux. Je souffrais de diabète, témoigna Robert Thies de Springe. Mais ce qui était encore plus menaçant, c'était une faiblesse du myocarde. Ces deux maux ne m'affectent plus aujourd'hui. J'en remercie Bruno Groening. On pourrait continuer cette liste. Des personnes de tous âges témoignèrent. Des hommes, des femmes et des enfants. On cita beaucoup de maladies, depuis le mal de tête, en passant par les névrites, la sciatique, les problèmes de reins et de vésicule biliaire, jusqu'aux troubles cardiaques et aux symptômes de paralysie. Mais il y eut encore autre chose qui m'émut fortement. Sans embâge, beaucoup racontèrent devant tous les auditeurs qu'ils avaient connu grâce à Groening une transformation intérieure. La course au succès et l'attitude égoïste auraient cédé la place à un calme intérieur, à une sérénité et à une pensée collective. Lors de tous ces entretiens avec des personnes qui se sentaient guéries par Bruno Groening, une question s'imposait à moi, de plus en plus. La guérison était-elle possible pour chaque personne, voire ce qui était beaucoup plus audacieux encore, pour toute maladie? Où se trouvaient les limites de la force qui émanait de Groening? N'y avait-il pas là un danger? Lors de ma dernière visite, je lui posai la question. « Je ne peux ni ne veux contraindre personne, me répondit-il. Si quelqu'un se ferme et ne porte pas en lui la volonté de laisser se déployer la force pour l'ordre, alors, à moi, il me manque aussi la capacité d'intervenir. Alors j'invite cette personne à briser le verrou du mal qui empêche la guérison. » J'avais encore une question. Chaque maladie est plus ou moins grave, dis-je. Supposons qu'une personne gravement malade et abandonnée par plusieurs médecins vous fasse appeler par un médecin qui lutte encore pour son patient. Pourrez-vous aider? Oui, dit Groening. Il le dit sans hésiter. Si le malade y croit et que le médecin a confiance en sa démarche, le succès est inévitable. La confiance conjointe développera des forces insoupçonnées chez le malade. Souvent, le succès arrive plus vite lorsque le malade désespéré saisit la dernière planche de salut. Poursuite du procès. En janvier 1958, un nouveau procès eut lieu à Munich. Pour Bruno Groening, le fait que ce ne soit pas lui, mais bien le parquet qui ait fait appel, a été un grand désavantage. Mais ce n'est pas seulement cette négligence de son premier avocat qui lui fit du tort. Entre-temps, Bruno Groening avait changé d'avocat, et le premier ne livra les pièces du procès qu'avec beaucoup de réticence. Il entravait ainsi de manière décisive la préparation du nouvel avocat. Les témoins adverses se présentèrent cette fois avec beaucoup plus d'assurance qu'aux premières audiences. On avait l'impression que, dans le cas Koufous, ils s'étaient accordés sur le point de l'interdiction de consulter un médecin. Tel fut le jugement prononcé cette fois. 8 mois de prison pour homicide involontaire et 5 000 Deutschmark d'amende pour infraction à la loi concernant les Heilpraktiker. Il fut assorti d'un sursis, c'est-à-dire que Bruno Groening n'aurait pas dû aller en prison, mais aurait pu faire ses preuves durant quelques années. Si pendant ce temps, il ne s'était rendu coupable d'aucune infraction, il aurait bénéficié d'une remise de peine. Mais on n'en arriva pas là. Bruno Groening ne put accepter ce jugement et son avocat demanda un pourvoi en cassation. Tout devait donc être débattu à nouveau. La baronne Annie Ebner von Eschenbach, qui avait suivi le déroulement aussi bien en juillet 1957 qu'en janvier 1958, qualifia le jugement de honte pour l'Allemagne. Bruno Groening fut très déçu et outré. Il déplora amèrement d'être puni pour avoir fait le bien. Il souffrit également du fait que, pendant tout le procès, personne ne s'était sérieusement intéressé à la manière dont une guérison était obtenue, pas même ses propres avocats. Si l'on avait clarifié cette question, on aurait compris que son activité n'avait rien à voir avec la loi concernant les Heilpraktiker. Le procès aurait été caduc.
Mais cela n'intéressa personne à la cour. On avait une idée préconçue de Groening et l'on n'était pas prêt à s'en écarter. La date du pourvoi en cassation fut fixée au 22 janvier 1959. Mais entre-temps, des événements tragiques eurent lieu dans la vie de Bruno Groening.